Bonjour à tous. Alors je commence par cette photo, c'est la première photo de moi à l'école. Donc hormis la coupe de cheveux, il y a 14 ans qui nous séparent de cette photo et d'aujourd'hui. Donc pendant ces 14 ans, j'ai étudié à l'école d'architecture de Versailles donc pendant 6 ans, c'est-à-dire le master plus la HMO-NP, l'habilitation à la maîtrise d'œuvre en son nom propre. Ensuite, donc, je suis devenu architecte. Aujourd'hui, je suis architecte associé d'une agence qui s'appelle BFV. Et je suis aussi enseignant à l'école d'architecture de Versailles dans le champ disciplinaire qui s'appelle TPCAU, c'est-à-dire théorie et pratique de la conception architecturale et urbaine. Donc moi j'ai plutôt l'habitude d'encadrer des ateliers de projets ou des studios de projets, donc j'ai assez peu l'habitude de faire des conférences, c'est assez rare, donc voilà, je vous demande d'être plutôt clément. Je commence donc par la dimension quantitative de l'école, ce qui est pas mal parce que ça permet de situer aussi l'école vis-à-vis des autres écoles d'architecture en France. Donc les chiffres ont un petit peu bougé, mais globalement l'école d'architecture de Versailles est composée de 1200 étudiants, dont 850 sont en formation initiale, 120 enseignants-chercheurs, 24 doctorants, 67 étudiants en formation professionnelle continue, 342 diplômés tous les ans, dont 133 licences, 124 masters et 85 HMONP. 54 établissements partenaires dans le monde, donc avec l'ENSAV, un laboratoire de recherche qui s'appelle le LEAV, un centre d'art contemporain que vous avez peut-être pu visiter qui s'appelle la Maréchalerie, un Fab Lab, 3 ateliers et 11 500 m² d'espace de travail. Mais comme vous le savez peut-être, pour ceux qui ont fait du latin, école, ça vient du mot scola, qui veut dire loisir studieux, mais aussi lieu d'étude. Donc une des dimensions importantes de l'école d'architecture de Versailles, c'est sa position, notamment dans la ville de Versailles, évidemment, qui est donc au centre d'un dispositif urbain qui a été inventé au XVIIe et qui est un des premiers exemples d'urbanisme à cette échelle. Donc ça renvoie aussi à des préoccupations directement liées à la question de l'école d'architecture et donc liées à la grande échelle qui est celle du paysage et de la ville. Et c'est un des rares exemples où il y a une réelle réflexion autour de la question de la densité et du partage entre la ville et le végétal, la présence du végétal. Donc ça nous éclaire aussi, au-delà de sa dimension patrimoniale, sur des questions qu'on peut avoir, des problématiques qu'on peut développer dans la façon de faire la ville aujourd'hui. Au-delà de la ville de Versailles, l'école d'architecture, c'est aussi un bâtiment. Donc vous êtes ici dans les anciennes petites écuries du roi, donc qui sont directement associées au château de Versailles. Et donc ça interroge la question de la transformation des bâtiments, qui est une préoccupation qui est très présente aujourd'hui dans notre profession. Et donc, on est nous-mêmes, étudiants et enseignants, dans un exemple de transformation d'un bâtiment. Donc là, vous avez la transformation qui a été réalisée par l'agence Beckman NTP, donc l'auditorium, la cour qui est associée, le Crous, mais aussi une partie des espaces de classe donc, qui se situent dans la maréchalerie, qui est plus loin dans cette direction. Et donc, ça interroge la façon dont on peut s'emparer en fait, d'un volume, d'un espace, et transformer son usage pour le transformer en école. Un autre exemple aussi de transformation récente de l'école, c'est l'aménagement des différents ateliers donc, qui viennent d'être livrés par l'agence Minuit. En fait, c'est tout ça pour vous dire que l'architecture, c'est quelque chose de mouvant, quoi. C'est quelque chose qui est fluctuant. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette école, encore une fois, au-delà de sa dimension patrimoniale, c'est cette réelle capacité à s'être emparé des espaces qui n'étaient pas destinés à être une école pour en faire une école. Ensuite, un petit zoom sur les missions réglementaires des écoles d'architecture, donc qui sont encadrées par l'article L752-2 du Code de l'éducation. Donc, comme vous pouvez le voir, enfin, je vais développer, mais il y a des missions qui sont assez différentes, dont développer la recherche en architecture. D'ailleurs, l'ensemble des enseignants ont un statut d'enseignant-chercheur. Former à la transmission, donc c'est à la fois transmettre, mais aussi apprendre à transmettre, avoir une veille importante sur l'innovation, préparer aux exigences professionnelles internationales, maîtriser une langue étrangère,
Développer des méthodes innovantes par des concours pour les étudiants, contribuer à la vie culturelle, économique, sociale et environnementale de l'environnement, enfin du territoire dans lequel s'inscrivent les écoles, développer des coopérations internationales, mais aussi enseigner l'éco-conception. Donc vous voyez, c'est des missions qui sont à la fois extrêmement larges, mais aussi des choses très précises, comme par exemple la maîtrise d'une langue, et ce qui explique aussi pourquoi les études se développent sur 6 années. Ensuite, j'ai fait juste un zoom sur les différents publics qui composent l'école, parce que c'est un des éléments importants, c'est que l'école d'architecture, c'est la rencontre en fait de différents publics. Donc un public de chercheurs, donc des doctorants qui participent à l'enseignement de l'école. Sur la question de la transmission, il faut savoir que l'ensemble des enseignants, pour la plupart, sont des enseignants praticiens, c'est-à-dire que les cours de projet sont dispensés par des architectes, les cours de représentation et de dessin par des artistes, des photographes ou autres, les cours de structure par des ingénieurs et les cours de droit par des avocats. Donc en fait, il y a une vraie veille sur l'évolution de la réglementation, des normes et l'évolution de la pratique professionnelle. Donc il y a des professionnels en exercice. L'école aussi, elle essaye de tisser des liens internationaux. Donc il y a 54 écoles partenaires de l'école d'architecture de Versailles. Donc avec une culture de l'architecture qui n'est pas forcément donc occidentale. Donc ça permet aussi d'avoir des étudiants étrangers qui amènent leur propre culture architecturale, leur propre pratique architecturale. Il y a aussi les liens avec les associations ou les entreprises qui peuvent amener leur expertise sur des domaines spécifiques. Comme le recyclage des matériaux, la mise en œuvre d'une matière, les techniques constructives innovantes. Il y a aussi des formations adaptées qui se sont développées dans les dernières années, et notamment la formation professionnelle continue qui permet d'avoir un public différent, donc qui a déjà une carrière professionnelle et donc qui vient avec ses propres compétences nourrir aussi l'école. Et puis ensuite, il y a la question de la diffusion de la culture architecturale à un public plus large, donc avec la petite école qui propose des ateliers avec les enfants, les portes ouvertes, la maréchalerie, la biennale d'architecture et du paysage, autant de moments qui permettent de partager ce que fait l'école à un public plus large. Donc c'est en fait l'ensemble le tissage de toutes ces relations qui font l'école. Et un des mots qui revient régulièrement pour définir les écoles d'architecture, c'est la question de la transdisciplinarité. Donc vous avez vu, il y a un public qui est très large, très différent. Vous avez des enseignements aussi qui sont très différents. Et donc il y a une réelle dimension transdisciplinaire dans les études d'architecture de 3 à 3 titres en fait. Il y a à la fois une transdisciplinarité dans les échelles, puisque au cours de son cursus, l'étudiant il va étudier et traverser des échelles très différentes. Donc il va dans ses projets interroger la question du territoire, mais aussi la question de la pièce, voire parfois même du meuble. Ensuite, il y a une transdisciplinarité entre la théorie et la pratique, donc à la fois par l'apport des enseignants praticiens, mais aussi par un certain nombre de stages qui vont être effectués tout au long du cursus, et puis par exemple plus concrètement parlant, l'apprentissage de certains logiciels qui seront ensuite utiles dans sa pratique professionnelle. Et enfin, il y a une transdisciplinarité vis-à-vis de l'enseignement que l'école dispense, puisque d'ailleurs, je crois que voilà, j'ai un calendrier d'un semestre. L'école, elle dispense pas que des cours de projet d'architecture. En fait, elle dispense des cours d'histoire de l'art, de philosophie, d'anthropologie de l'espace, d'art et de représentation. Et donc, c'est en fait l'ensemble de ces enseignements qui vont venir ensuite nourrir ce qu'on appelle la culture du projet et ensuite les enseignements de projet. Donc par exemple en histoire de l'art, apprendre l'histoire de l'art, ça nous permet de comprendre le passé d'un lieu et comment le projet, lui, il peut s'inscrire dans une temporalité qu'il dépasse. L'anthropologie de l'espace, donc ce qui nous permet de comprendre la fabrication de la ville, comment les gens peuvent venir s'approprier l'espace public, toute la dimension symbolique aussi des espaces communs qu'on vient développer, le rapport plus ou moins conflictuel ou heureux entre l'espace privé et l'espace public, l'art et la représentation, donc qui sont des enseignements qui permettent de nous apprendre à passer de la tridimension à
à une bidimension, donc sur le papier. Et puis ensuite, à l'inverse, donc être en capacité de dessiner quelque chose qu'on va pouvoir projeter dans une troisième dimension. Les cours de droit, donc, qui sont fondamentaux, qui nous permettent de comprendre les enjeux urbains, enfin, les relations entre voisins, même la lecture du droit de l'urbanisme, donc, parce que la pratique de l'architecture est extrêmement encadrée. Il y a aussi donc des cours de construction. Donc, pour rappel, parce que c'est une question qui revient régulièrement, donc c'est une école d'architecture et pas une école d'ingénierie. Mais malgré tout, donc on a des enseignements de construction qui nous permettent, sans aller forcément dans le détail d'une note de calcul, mais d'avoir une approche structurelle dimensionnée et d'envisager la nature des pots qui viennent entourer nos différents projets. Donc, tous ces éléments qui sont ce qu'on appelle les disciplines associées, ils vont venir nourrir en fait une culture de l'architecture et le lieu de synthèse de tout ce qu'on va apprendre dans ces enseignements, c'est le projet. Donc, il y a deux moments importants de projet dans l'école. Il y a ce qu'on appelle les studios de projet, qui sont des périodes très courtes d'1 semaine à 10 jours où l'ensemble d'une promotion est réuni pour faire un exercice commun mais extrêmement rapide, donc qui nous apprend à travailler en équipe, à s'organiser, à défendre aussi ses idées vis-à-vis de ses collègues. Donc l'idée, c'est de produire rapidement sur une question. Donc ça développe des compétences qui seront évidemment utiles après professionnellement, et notamment en architecture, c'est-à-dire cette capacité à travailler en équipe. Ensuite, il y a des moments de projet, donc là, qui se développent sur une temporalité qui est plus longue, donc c'est sur un semestre complet. Donc là, cette fois-ci, ce sont des petits groupes qui viennent être encadrés par un enseignant de projet. La plupart du temps, ce sont des projets individuels et le temps long d'un semestre, c'est-à-dire 4 mois, permet de faire mûrir des problématiques plus précises et d'étudier de semaine en semaine l'évolution de cette problématique et son propre positionnement par rapport à un sujet, un territoire ou une pédagogie. Donc, je vous ai mis quelques exemples pour illustrer donc, ces différents moments de projet. Un premier studio de projet, donc, qui est un studio de première année, où l'enjeu est de créer une structure gonflable pouvant accueillir une quinzaine de personnes. Donc, c'est une architecture à échelle 1, avec comme seul matériau des couvertures de survie, du polyuréthane et du scotch. Donc, il y a chaque groupe d'étudiants qui vont avoir une thématique et ils vont développer une volumétrie qui est liée à cette thématique, qui peut être une action, se reposer, se nourrir, fabriquer, fêter. Donc, il y a une dimension très plastique, mais aussi évidemment technique dans la conception en fait, de ce gonflable, puisqu'il y a une relation aux problématiques de géométrie, donc de patronage, en fait, comment on vient scotcher et dessiner et passer d'une 2D à une 3D. Ce studio, il est encadré à la fois par des architectes, mais aussi par des spécialistes du patronage, donc des gens qui sont plus liés à la pratique du vêtement, à la construction de vêtements. Et puis après, il y a des architectes qui sont spécialisés dans le gonflable, mais aussi encadrés par des ingénieurs. Donc c'est un véritable événement dans l'école, comme vous pouvez le voir sur la photo, parce qu'en 2 heures, en fait, il y a un village entier qui vient se gonfler dans la cour avec seulement une vingtaine de ventilateurs. Donc ça vient interroger évidemment aussi la question de la quantité de matière. Donc il y a une problématique écologique derrière, puisque ces structures gonflables, en fait, elles viennent développer des très grands volumes, mais avec très très peu de matière. Donc ça renvoie au travail évidemment de Buckminster Fuller, pour ceux qui le connaissent, qui était d'essayer de simplifier au maximum les figures pour développer des très grandes structures avec peu de matière. Et donc, vous avez l'intérieur de ces volumes. Donc, je vous parlais de cette dimension plastique de la couverture de survie, qui a un côté doré et un côté argenté. Donc, ça permet de créer des ambiances très différentes dans ces architectures à échelle 1. Un second studio, donc en 2e année, qui est un studio d'analyse. Donc cette fois-ci, les groupes d'étudiants vont avoir une maison d'architectes japonais, une maison radicale et contemporaine. Donc dans un premier temps, les étudiants vont avoir à redessiner
l'ensemble des documents architecturaux, donc les plans, les coupes, les élévations, les axonométries. Et puis ensuite, l'idée, c'est que les étudiants se posent la question de l'intention architecturale derrière la composition de cette maison. Donc, ce qui est intéressant dans ce studio, c'est aussi de décaler son regard, parce que nous, on a l'habitude de vivre dans des maisons qui sont organisées d'une certaine manière. Donc là, c'est la culture japonaise qui a un rapport à la maison qui est extrêmement différente. Et donc, c'est un véritable exercice, en fait, de se mettre dans la tête d'un Japonais pour comprendre les intentions architecturales derrière les maisons. Ensuite, les étudiants donc, en équipe doivent faire ce qu'on appelle un diagramme qui permet de synthétiser en fait, l'idée forte de la maison, et ensuite réaliser une courte vidéo qui permet de narrer un moment spécifique dans cette maison. Donc ça permet aussi à l'étudiant d'explorer un autre médium que celui du dessin traditionnel de l'architecture, donc le médium qui est celui de la vidéo. Il faut aussi savoir que donc, ce studio il vient en amont d'un enseignement de projet sur la question de la maison individuelle. Donc ça permet à la promotion d'avoir un corpus d'exemples de maisons radicales qui vont pouvoir aussi les nourrir dans leur propre production du projet. Ensuite, quelques exemples de projets qui ont été développés dans le cadre d'un projet de 3e année, donc cette fois-ci sur un temps plus long, sur la question de l'équipement public, où là, cette fois-ci, il y a une approche pédagogique qui est fragmentaire. Donc en fait, on vient découper le projet en 3 exercices spécifiques. La question du programme, donc comment organiser les usages entre eux, sans en faire encore de l'architecture. Donc c'est vraiment proposer quelque chose de spécifique, mais sans forcément en dessiner un projet, ce qui permet d'appréhender les surfaces d'un équipement public et aussi le caractère mixte des nouveaux équipements publics, parce qu'aujourd'hui les équipements publics ne sont pas destinés qu'à un seul usage, donc voir qu'est-ce qui peut être mis en partage, qu'est-ce qui ne peut pas l'être. Ensuite, il y a un deuxième exercice donc, sur la pièce. Donc, cette fois-ci, on va se concentrer sur une plus petite échelle. On va choisir un élément de l'équipement public et on va étudier les caractères spécifiques de la matière, la façon dont la lumière rentre dans cette pièce, comment nous-mêmes on rentre dans cette pièce, comment on la traverse, comment on passe d'une pièce à l'autre. Et enfin, un dernier exercice donc sur le site, cette fois-ci l'échelle beaucoup plus large, et quelle est l'intention architecturale pour venir tisser des liens avec le site du projet. Ensuite, il y a les 3 fragments donc, qui vont faire l'objet d'une synthèse et donc qui vont fabriquer le projet. Donc ça, c'est une approche pédagogique un petit peu singulière, mais qui permet en fait de ne pas dessiner tout de suite en fait, un projet figé, mais plutôt de partir des intentions pour pouvoir ensuite dessiner un projet. Donc là, je vous ai mis quelques résultats. Donc je vais pas rentrer dans le détail, mais des projets donc d'équipement public, de transformation de bâtiments, avec voilà, ça c'est des étudiants donc de 3e année que j'ai eu la chance d'encadrer. Ensuite, un enseignement de projet toujours en 3e année, qui est celui du logement collectif. Donc cette fois-ci, il va y avoir une approche qui sera plutôt fractale. Donc on va partir de la question de la cellule, de la plus petite cellule qui vient composer le logement collectif, donc la pièce. Ensuite, on va combiner ces pièces et on va dessiner un logement. Ensuite, on va combiner ces logements, on va dessiner un bâtiment. Et puis ensuite, peut-être qu'après, on combinera ces bâtiments pour dessiner la ville. Donc, le sujet du logement collectif, évidemment, il interroge le sujet plus large de la crise du logement en France et ailleurs. La question de la densité. Donc là, vous avez un exemple de la transformation d'un bâtiment existant qui est très fin, qui a été développé dans les années 70, et donc voir comment on peut l'agrandir pour augmenter la densité et les capacités d'un bâti existant. Un deuxième exemple où il y avait une barre extrêmement monotone, où là on a choisi de découper cette barre et de donner une cage d'escalier à chacun des étudiants. Et l'étudiant avait pour exercice de doubler le nombre d'habitants dans cette barre en proposant des surélévations, des extensions, des nouveaux usages aussi évidemment.
Et puis voilà. Ensuite, il y a une autre approche sur la question du logement collectif. Donc ça, c'est l'exercice que j'ai développé avec mes étudiants de formation professionnelle, où cette fois-ci, la fragmentation, on l'a étudiée d'un point de vue décisionnel, avec une dimension un petit peu plus politique. Donc on a découpé le semestre en 3 exercices qui interrogeaient différentes échelles et différentes façons de prendre des décisions. Avec 3 exercices qui s'intitulaient Le fait du prince, donc qui était un exercice à l'échelle de la ville, à l'échelle urbaine. Le fait du citoyen, où là on se concentrait sur l'échelle du bâtiment, et le fait du révolutionnaire qui venait réinterroger en fait les deux exercices précédents. Donc en fait, les étudiants, au fur et à mesure du semestre, ils changeaient de maîtrise d'ouvrage et ils devaient se positionner par rapport à celle-ci. Donc ça permet d'interroger évidemment les différentes échelles architecturales, mais aussi décisionnelles, parce que c'est quelque chose qu'on n'aborde pas forcément au cours du cursus à l'école. Donc développer la capacité aussi de l'étudiant à s'autocritiquer par rapport au choix qu'il avait fait précédemment. Et donc il y avait un exercice de synthèse après où ils devaient produire un document et un petit schéma qui expliquait leur positionnement à la fois dans la ville, sur le bâtiment lui-même et ensuite sur l'usage du bâtiment. Donc vous voyez, là je vous ai présenté donc 5 façons d'aborder le projet qui sont très différentes, à la fois à travers le sujet, la méthode pédagogique, l'échelle, et même se rajoute à ça l'enseignant, puisque l'enseignant lui-même, il vient apporter sa propre culture architecturale et ses propres méthodes. Donc tout au long de son cursus, l'étudiant, lui, il va passer de projet en projet, d'enseignant en enseignant. Et au moment du master, il va avoir la possibilité de choisir ensuite les projets qui l'intéressent le plus et donc les thématiques qu'il souhaiterait développer. Et donc il y a quelque chose qui est important au moment du master, c'est que l'étudiant il va devoir fabriquer son propre parcours. Quand l'étudiant il arrive à l'école, moi j'ai un petit slogan, je commence par ça, c'est qu'il y a une différence entre être architecte et faire de l'architecture. Et je pense que ce qui est intéressant avec cette culture du projet, c'est-à-dire la culture de la synthèse de tout ce que je viens de vous raconter, c'est cette capacité en fait à synthétiser des problématiques qui sont parfois même antagonistes et à quand même faire projet avec. Et donc finalement, on peut être architecte à plein d'endroits différents. Donc évidemment, on peut faire de l'architecture, hein, c'est pas interdit, mais on peut aussi être architecte dans d'autres cadres. On peut faire ensuite de la stratégie urbaine, on peut devenir architecte conseil d'une ville, on peut travailler en communication, en création de jeux vidéo, même dans l'économie de projet. Et j'ai même des collègues qui sont devenus tatoueurs. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler d'une chose qui me semble essentielle, qui est la question de l'émancipation. Puisqu'on est un établissement d'enseignement supérieur, donc on sort du lycée et on doit apprendre à apprendre. Et en fait, l'architecture, pardon, c'est pas du tout une science exacte. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à la question de l'architecture. Et d'ailleurs, il y a la diversité des différents enseignements et façons de rentrer dans l'enseignement et de développer du projet que j'ai déjà évoqué. Mais même si vous regardez dans l'histoire les différents mouvements architecturaux, on voit bien qu'il peut y avoir à une même question des réponses extrêmement différentes. Donc, comme disait Roland Barthes, le professorat n'est-il pas le seul moyen offert aux adultes pour leur permettre de demeurer à l'école? Donc ça, c'est une phrase que je m'applique souvent à moi-même, mais qui est pour illustrer en fait le rapport entre maître et élève qui est beaucoup moins net que dans l'enseignement du collège et du lycée. Et donc c'est justement nous, ce qui nous intéresse en tant qu'enseignant de projet, c'est comment vous allez vous positionner par rapport à des sujets, des problématiques, et comment on va co-construire en fait des projets. Il y a un autre élément aussi de l'émancipation qui est important à l'école, c'est qu'il y a une réelle culture du monitorat. Donc il y a des étudiants qui sont plus âgés, qui sont en master, qui deviennent finalement des enseignants, des assistants des enseignants en licence.
Et donc, ça leur permet de développer la question de la transmission. Il y a aussi les ateliers de l'école où là, toutes les promotions sont mélangées pour travailler et donc où les plus âgés peuvent aussi aider les plus jeunes pour leur apprendre à réaliser des maquettes, à mettre en page ou la façon dont on doit présenter un projet et notamment préparer les oraux par exemple. Il y a un élément aussi important qui est de déconstruire ce que l'on pense être l'architecture. Parce que quand on arrive donc en école d'architecture, on a des habitudes spatiales et architecturales qui sont très directement liées à la façon dont on vit chez ses parents, dans notre environnement proche ou même vis-à-vis du territoire auquel on appartient. Et enfin, et ça c'est fondamental, c'est déconstruire la crainte de faire. Parce que, évidemment, avec tout ce que traverse la société, les questions environnementales, les questions sociales, les questions politiques, et encore plus aujourd'hui géopolitiques, il y a une forme de tétanie qui peut nous saisir. Et donc, c'est essentiel de casser cette angoisse de mal faire, parce que pire que mal faire, il y a ne rien faire. Donc ça, c'est un élément que je voulais aborder avec vous, qui me semble essentiel dans le développement du parcours de l'étudiant à l'école. Dans le cadre de la construction de son propre parcours, donc il y a à la fois les projets qu'il va traverser tout au long de sa licence, et puis ensuite en master, il va avoir la possibilité de choisir donc des projets, et donc de s'orienter et de commencer en fait à fabriquer une cohérence dans son parcours. Donc il va choisir les thématiques de projet qui l'intéressent, quelques options. Et puis ensuite, il va développer un mémoire donc, sur un thème spécifique. Et il va conclure son master par le projet de fin d'études. Dans la construction de son parcours, il y a aussi donc l'occupation de l'espace. L'école d'architecture de Versailles, elle a la chance d'avoir 3 espaces de travail donc, qui sont gérés par les étudiants et donc qui permettent en fait de créer des groupes de travail à la fois dans sa propre promotion, mais aussi toute année confondue, et donc de développer des compétences spécifiques, en tout cas de partager des compétences. Et ça permet évidemment de travailler sur place à l'école pour développer des maquettes, etc. Ensuite, il y a les associations donc, qui ont une part importante dans le développement du parcours de l'étudiant. Donc, il y a énormément d'associations qui participent à la vie de l'école, mais qui permettent aussi de développer des compétences spécifiques qui ensuite pourront nourrir les projets, voire ensuite professionnellement certaines compétences. Donc, il y a l'association de photos, par exemple. Il y a le Fab Lab qui permet de fabriquer des objets à petite échelle qui mettent à disposition des outils pour le faire. Et donc, voilà, ça permet à l'étudiant aussi d'orienter parfois une pratique. Ensuite, dans le parcours de l'étudiant, il y a aussi la question des voyages. Donc, il y a plusieurs moments, il y a plusieurs opportunités de voyage pendant le cursus. Il y a évidemment le programme Erasmus qui permet à l'étudiant de partir 1 ou 2 semestres à l'étranger. Dans le cadre des projets de master, il y a la possibilité de partir 15 jours à l'étranger. Souvent, ces 15 jours sont associés directement aux vacances scolaires, ce qui permet de rester sur place pendant pratiquement un mois et donc de voir une autre culture architecturale, développer aussi des problématiques qui sont spécifiques à un territoire et qu'on n'a pas forcément eu la chance de pouvoir explorer dans notre cursus. Et il y a enfin la possibilité d'effectuer des stages de mise en situation professionnelle à l'étranger. Donc ça, c'est pareil, c'est 3 moments où il y aura la possibilité donc, de partir à l'étranger et de venir nourrir son parcours et ses intentions dans le développement de l'enseignement. Ensuite, il y a aussi la mise en situation professionnelle, donc à travers 3 stages. Le premier qui a lieu donc en deuxième année, qui est un stage de chantier, qui est très court, qui dure 1 semaine si ça n'a pas changé, et qui permet de comprendre un peu le fonctionnement donc des différents acteurs sur un chantier, à la fois l'architecte, mais aussi parfois la maîtrise d'œuvre d'exécution, et puis ses relations avec l'ensemble des entreprises. Ensuite, il y a un deuxième stage donc de mise en situation professionnelle de licence qui cette fois-ci dure 1 mois,
Donc c'est la première expérience, la plupart du temps, en agence. Donc ça permet de comprendre évidemment la vie de l'agence et éventuellement d'appréhender quelques outils qui sont utilisés par ces agences. Toujours développer la culture, enfin la compréhension des différents acteurs du métier. Et éventuellement, alors sur un mois c'est un petit peu court, mais voir le processus de développement d'un projet qui peut arriver à l'agence. Et enfin, il y a donc le dernier stage qui cette fois-ci dure 3 mois. Donc là, c'est un stage master. Donc normalement, on a plus de maîtrise des outils. On comprend mieux les enjeux de projet. Et donc, ça nous permet d'être plus indépendant au sein de cette agence et parfois d'être en capacité, en pleine autonomie, de développer un projet sur 3 mois. Donc, au-delà de ces éléments, pendant le cursus, l'étudiant il va explorer différents médiums. Donc, il va aussi fabriquer ses propres outils de conception, de représentation. Donc, comme j'ai pu évoquer, il y a des étudiants qui sont beaucoup plus à l'aise avec la question de la photographie, de la vidéo, du dessin à la main. Donc, il y a plein de façons, en fait, il y a plein d'outils pour représenter le projet et l'architecture. Donc il va aussi apprendre à raconter un projet, sa genèse. Il va apprendre à parler à l'oral devant un public. Et puis au fur et à mesure, il va fabriquer une cohérence entre ses outils, les problématiques qui l'intéressent le plus et les projets qu'il a envie de développer par rapport à ces problématiques. Et donc tout ça va aboutir au diplôme, donc à la fin du master, qui est un moment important puisque en fait l'étudiant il a la possibilité de choisir sa problématique, son territoire et accessoirement son enseignant. Et donc ça permet un peu d'illustrer les différentes problématiques qui sont portées finalement par une génération entière d'étudiants. Je vous ai mis cet élément de la loi sur l'architecture, qui est l'article 1, qui est un article fondamental, donc qui a été écrit en 77. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains, ainsi que du patrimoine, sont d'intérêt public. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, en 77, l'intérêt public, il était peut-être différent de l'intérêt public aujourd'hui. Et donc c'est l'intérêt de ces diplômes, c'est de voir comment ils reflètent en fait la préoccupation d'une génération et l'évolution de la question de l'intérêt public. Donc je vous ai fait une petite liste des sujets récurrents qui reviennent donc à la fin du cursus d'architecture. Donc il y a les projets de réhabilitation qui aujourd'hui deviennent pratiquement la norme. Donc comment on vient transformer un patrimoine bâti, pourquoi on va éviter de le détruire, mais plutôt au contraire le réintégrer en fait à la ville avec de nouveaux usages. Il y a la question de la crise du logement que j'ai pu évoquer précédemment. La question de la mixité des usages, donc pour partager les espaces, qu'est-ce qu'on met en partage, qu'est-ce qu'on ne met pas en partage. La question de la mise en œuvre de matériaux biosourcés, donc qui devient un enjeu fondamental dans notre profession. La façon de concevoir avec moins de matière, en figeant moins les espaces et en artificialisant moins les sols. L'apport du numérique dans la conception des espaces et évidemment le sujet qui a surgi depuis quelques années de la question de l'intelligence artificielle dans notre profession. L'enjeu des villes périurbaines, la question des villes rurales et de leur désertification. Et enfin, la question des projets processus, c'est-à-dire des projets qui s'inscrivent dans une temporalité qui dépasse celle de l'action de l'architecte. Donc, je vous présente juste très rapidement 2 exemples de diplômes que j'ai pu encadrer. Donc, un premier sur la question de l'architecture sur dalle et comment on vient réparer en fait la fracture qu'elle a créée dans le territoire. Donc c'est la dalle de la Défense et les étudiants ont interrogé donc les questions du tissage entre le territoire de la dalle, qui est cette surface qui a une autre altimétrie que celle du terrain naturel, et puis les villes qui l'entouraient. Donc comment on vient retisser donc ces liens, comment on vient transformer donc les bâtiments existants, mais aussi cette nappe.
Évidemment interroger, notamment sur la dalle de la Défense, les questions des usages. Donc comment on vient créer de la mixité d'usages dans ce territoire en venant intégrer des logements notamment. Et en ouvrant donc cette dalle sur la ville qui l'entoure. Ensuite, un second projet qui cette fois-ci interrogeait la question de la ruralité industrielle. C'est vrai que quand on pense à ruralité, on pense à l'agriculture, mais en fait, il y a 80% de l'industrie française qui se situe en milieu rural. Et donc là, les étudiants se sont intéressés à un ensemble de villages qui avaient été fabriqués au service d'une industrie. Donc là, ce que vous voyez au centre de l'image, en fait, c'est le territoire d'une usine qui est pratiquement la moitié de la dimension de la ville. Et donc, cette industrie, elle a eu besoin de moins en moins de main-d'œuvre, et donc ces villages aujourd'hui sont pas laissés à l'abandon, mais il y a un certain nombre de bâtiments qui aujourd'hui sont pas exploités. Et donc les étudiants proposaient la réactivation en fait d'un chemin de fer qui venait relier plusieurs villages, et la création d'une ressourcerie en fait qui serait donc entre l'industrie et le village. Et c'est pareillement comme pour la dalle de la Défense, c'est comment on vient retisser des interactions entre l'industrie et les habitants de ce village. Donc cette ressourcerie, elle venait accueillir en fait tous les matériaux qui étaient disponibles sur un territoire qui était beaucoup plus large. Et c'était des matériaux qui permettaient ensuite de venir travailler les habitations alentours qui étaient laissées à l'abandon, et donc avoir aussi une réponse sur la question du logement. Voilà, donc avec ce travail des matériaux réemployés qui permettait donc de faire une extension à cette maison et de reconfigurer en fait complètement l'espace, et d'accueillir en l'occurrence des espaces de formation qui seraient dédiés à l'usage des matériaux de réemploi. Donc ce diplôme, en fait, ce qui est intéressant, c'est donc la liberté qui est laissée à l'étudiant de choisir sa problématique, son territoire. Et donc ce qui est amusant, c'est que après avoir fait ce diplôme, on se rend compte que finalement, il porte en fait le sujet qui va influencer notre pratique. Là, je vous ai juste mis un extrait de mon diplôme, qui sont en fait qui était sur le sujet on réinterrogeait en fait plusieurs partenariats publics-privés qui visaient à sortir en fait des bâtiments publics de l'espace public et de le laisser au privé. Donc nous, ce qui nous intéressait, c'était comment en fait les habitants autour de ces espaces publics pouvaient manifester leur intérêt de faire et de refaire de l'architecture avec ces bâtiments existants. Et donc c'est une question qui, moi, m'intéresse dans ma pratique, qui sont en fait les outils de l'architecture. Donc là, qui étaient un peu des outils révolutionnaires, mais voilà, parce que c'était illustratif. Donc ce diplôme, il permet aussi d'engager une posture en tant que futur architecte. Donc c'est une façon aussi de réagir aux problématiques contemporaines et avoir une posture franche par rapport à ces problématiques. Alors ça, c'est une photo d'une maquette qui a été réalisée dans le cadre de mon premier studio de projet, donc sur la question de l'abribus, donc qui était un studio qui était en partenariat avec la municipalité de Versailles. Et donc l'idée, c'était de dessiner en fait un abribus qui est un petit peu un objet urbain qui structure à la fois les transports communs, mais aussi la ville. On s'en rend pas compte, mais en fait, ça dessine énormément la pratique de la ville, au même titre que le marquage au sol, les poubelles, les bancs, etc. Et puis, donc au bout d'une semaine, à force de dessiner, redessiner des abribus, je voyais tout comme un abribus. C'est-à-dire que je me baladais dans la ville, je voyais un bâtiment, je disais, ah, ça pourrait être pas mal. Il y avait une cuillère qui était retournée sur une table, je disais, ah, ça pourrait faire un bon abribus. Alors, je vous rassure, ça s'est calmé, hein, donc je suis passé à d'autres sujets, mais c'était juste pour vous illustrer comment un sujet peut d'un coup vous envahir et vous porter et finalement devenir une forme d'obsession.
un élément, alors je ne sais pas si vous avez vu ce film de Wim Wenders qui s'appelle Perfect Days, c'est un film qui date de 2023. Très rapidement, donc au moment des JO de Tokyo, la ville de Tokyo décide de confier la création d'une quinzaine de toilettes publiques à des architectes internationaux. Le Covid arrive, les JO de Tokyo n'ont pas lieu. Alors, ils ont lieu l'année d'après, mais ils n'accueillent pas de public. Et donc, ils contactent Wim Wenders, qui est un réalisateur qui se concentre aujourd'hui sur des documentaires. Il est d'ailleurs en train de faire un documentaire sur Peter Zumthor, donc qui va sortir prochainement, j'espère, et qui demande de faire un documentaire sur ces toilettes. Et Wim Wenders, bon, il dit ouais, pourquoi pas, pour un documentaire, encore un. Et il se dit, bah non, on va faire un vrai film. Ok, et la ville de Tokyo lui dit, ok, on va faire un vrai film. Et donc, ce film, il vient suivre la vie d'un agent d'entretien de ces différentes toilettes. Alors pourquoi je vous montre cet exemple c'est parce que donc, bien que ce soit uniquement des toilettes publiques, donc c'est un bâtiment qui finalement a une petite échelle, elle reste le reflet en fait des obsessions et des problématiques que souhaitent porter les architectes. Donc là, vous avez l'exemple du projet qui a été fait par Kengo Kuma. Donc, je ne sais pas si vous connaissez de son travail, mais finalement, en fait, ces toilettes reflètent parfaitement son travail. Donc, la question de la décomposition du volume par l'habillage, notamment donc, avec ces planches de bois qui, en fonction de leur calpinage, permet de déconstruire en fait la ligne du volume. Ensuite, la façon de composer donc les différentes toilettes entre elles. Donc, c'est l'illustration que finalement, il n'y a pas de petit projet. Et qu'il faut aussi évidemment bien choisir son obsession parce qu'elle va venir habiter tous les projets que vous allez développer. Parce que, donc ça c'est ce que je voulais évoquer avec la condition de l'architecte. Une fois que vous sortirez de l'école et que vous entamerez votre profession, vous allez voir, c'est très compliqué en fait à la fin d'une journée de travail de se dire on déconnecte et puis on passe à autre chose. Donc on peut difficilement arrêter de penser en fait à un projet, à voir comment on va l'améliorer, le perfectionner, comment on va faire aboutir son projet. Donc ça c'est un élément important, mais c'est dans 6 ans, donc vous avez un peu de temps pour le construire, mais donc de bien choisir votre préoccupation et ce que vous souhaitez ensuite défendre dans votre travail. Et donc, je vais finir là-dessus sur la question du trait. Donc, ce trait, en fait, ça peut être une épaisseur. Pour nous, architectes, ça peut être une cloison. Et puis, si on épaissit ce trait, ça devient un mur. Puis, si on met un second trait épais, ça devient un couloir. Et puis ensuite, on peut fermer la figure, ça devient une pièce. Mais alors, c'est une pièce complètement fermée, donc c'est une cave. On peut l'ouvrir, mais si c'est pas un plan, mais que c'est une coupe, tout s'effondre. Et donc voilà, c'est un peu la magie de notre profession, mais qui est aussi une forme de responsabilité, c'est que le trait n'est pas juste un trait, c'est une réalité en devenir. Voilà, je vous remercie. Donc, si vous avez, il y a 2 temps de. Vous pouvez d'abord poser vos questions à Vincent Chevalier sur ce qu'il vient de dire, et puis ensuite il y aura un temps de questions-réponses avec Géraldine Sauvenet qui vient de nous rejoindre, plus particulièrement sur les admissions et les procédures Parcoursup. Mais d'abord, est-ce que vous avez des questions à poser à Vincent sur ce qu'il vient de vous raconter de la condition de l'architecte et de l'étudiant en architecture? Merci. Est-ce que vous pourriez nous indiquer le profil type de l'étudiant pour l'architecture? Alors, c'est une très bonne question parce qu'il n'y en a pas, en fait. Vous vous y attendiez. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment que l'étudiant, il arrive avec ce qu'il a envie de porter. Donc, on préférera la diversité des étudiants à une forme d'uniformité. Donc, il n'y a pas vraiment, quand on regarde le profil des étudiants qui sont à l'école aujourd'hui, il n'y a pas de cursus, il n'y a pas qui permettrait de déterminer le profil exact d'un étudiant. Moi, je pense que
un bon étudiant, c'est celui qui sera curieux en fait et qui aura envie de découvrir les choses, qui s'intéresse en fait aux choses, mais quel que soit le domaine. C'est-à-dire que moi j'avais des collègues et je rencontre aujourd'hui des étudiants qui sont intéressés par des choses très très différentes. Et c'est ça vraiment qui est intéressant parce que ça va pouvoir nourrir le projet de manière très différente. Donc moi j'ai aucun problème avec des étudiants qui sont passionnés j'en sais rien, de cinéma par exemple, et qui viennent avec une référence d'un film pour faire un projet d'architecture. C'est des choses qui peuvent nous intéresser. Donc il n'y a pas de profil type, malheureusement, mais en même temps heureusement en fait, parce qu'on n'a pas envie de voir la même chose d'un étudiant à l'autre. Donc l'étudiant il a sa personnalité et donc en revanche il doit être engagé dans le processus de projet et donc il doit nourrir son projet avec sa culture et avec sa curiosité. Bonjour, merci pour votre intervention. Petite question, donc vous êtes le parfait produit de cette école, si j'ai bien compris, puisque vous avez passé tout votre Parfait, c'est cursus. vous qui le dites, mais Voilà, on va le supposer en tout cas. Qu'est-ce que vous pourriez mettre en avant pour qualifier cette école par rapport aux autres écoles existantes, et notamment dans le domaine des écoles publiques? Merci. alors, par définition, je n'ai fait que cette école, donc ça va être difficile de parler des autres. Je sais que là, un des grands intérêts de notre école, c'est le fait qu'il n'y ait pas des cursus dans le cursus. C'est-à-dire que quand vous rentrez à un endroit dans l'école, vous ne sortez pas à la fin en ayant fait une ligne directe de A à B, de A à Z ou de A à B. C'est-à-dire que en fait, vous allez rencontrer une diversité d'enseignants et vous allez parcourir plein d'approches. Et donc, je pense que c'est une des grandes qualités, c'est justement cette diversité d'approches que vous allez traverser pendant vos 6 années. Ensuite, il y a quand même une des très grandes qualités de l'école, c'est malgré tout ces espaces. Parce que donc on a une très grande école avec des espaces disponibles qui permettent en fait aux étudiants de travailler à l'école et donc de fabriquer aussi en fait de faire école parce que l'étudiant il va être là au-delà, il va être dans l'école au-delà de son temps d'enseignement. Je le dis parce que par rapport c'est pas pour critiquer du tout, hein, mais par rapport à d'autres écoles, notamment parisiennes, en fait, la plupart du temps, les écoles parisiennes, ils accueillent des Parisiens, et donc on est très vite en dehors de l'école et voilà, on parcourt Paris, etc. À Versailles, en fait, il y a un esprit un peu campus qui fait que on va être en permanence nourri par les autres étudiants et par l'architecture et les préoccupations architecturales. Donc c'est, selon moi, une des grandes qualités de l'école. Pardon, où ça? Vous parliez d'autres écoles, notamment les parisiennes. Est-ce qu'il y a un tronc commun entre toutes les ENSA ou est-ce qu'elles ont une liberté au niveau des enseignements? Alors, il y a des missions communes que j'ai présentées au début de la présentation. Donc qui est quelque chose qui est partagé par les écoles d'architecture. Généralement, il y a quand même donc toutes les problématiques que j'ai évoquées, c'est-à-dire les questions d'équipement public, d'aménagement urbain, logement collectif, logement individuel. Généralement, ce sont des exercices qui sont partagés par l'ensemble des écoles pour que l'étudiant il soit en capacité de développer un projet à travers toutes ces problématiques. Après, il me semble qu'il y a quand même une forme de liberté dans la façon d'organiser la pédagogie de l'école et donc l'évolution des enseignements. Je sais que dans certaines écoles, encore une fois, il y a des principes d'atelier, en fait, d'école, où vous rentrez dans un atelier et vous allez rester avec un enseignant sur plusieurs semestres. Donc, pour répondre aussi indirectement à la question précédente, c'est pas le cas de notre école. Donc voilà, c'est deux modalités différentes d'enseignement, de pédagogie, de suivi de l'étudiant. Mais globalement, si vous faites les différentes portes ouvertes, je pense que vous allez voir quand même qu'il y a les développements des projets que j'ai évoqués précédemment.
C'est vrai que nous, à Versailles, le fait qu'on soit dans la ville de Versailles, donc comme j'ai dit, qui est un exemple d'urbanisme, c'est une école qui a été fondée par des architectes, mais dont une des préoccupations était la question de la construction de la ville. Donc c'est une des problématiques qui peut aussi incarner l'école d'une certaine manière. Ce qu'on peut dire, je pense, globalement, c'est que, en tout cas, les contenus sur la licence sont à peu près les mêmes, puisque la licence est quand même un parcours obligé, hein, c'est les outils de l'architecte. Après, les modalités pédagogiques peuvent être effectivement complètement différentes, mais en termes de contenu, les contenus de licence sont à peu près tous les mêmes d'une école à l'autre. Par contre, les masters peuvent être vraiment très, très différents, puisque là, on est plus sur soit des études à la carte, enfin des choix à la carte, mais aussi, là, pour le coup, de vraies spécialités. Il y a des écoles qui, pendant le master, se spécialisent sur un domaine, je dis n'importe quoi, le numérique, l'ingénierie, l'urbanisme, l'écologie. Donc, si vous voulez bien connaître l'identité d'une école, et en tout cas, pour choisir son école, ça peut être assez intéressant d'aller voir ce qu'elle fait en master et quel master spécialisé ou quel master associé elle propose. Parce que là, vous avez nécessairement un peu une coloration de l'école, ou en tout cas, ce sur quoi elle a un peu d'expertise. Tout en sachant qu'on n'est pas obligé de faire tout son LMD, enfin, si tant est qu'on veut y aller jusqu'au doctorat, mais en tout cas, on n'est pas obligé de tout faire dans la même école, hein. Y a des architectes qui font la licence dans une école, puis qui font le master dans une autre, puis qui font leur HMONP encore dans une autre. Donc, on peut aussi ne pas être le produit d'une seule école, hein. Tout le monde n'est pas aussi parfait que toi. Il y avait une dernière question, et puis après, on va passer aux admissions. Oui, en fait, c'était sur le fond de ce que vous disiez. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris l'histoire du prince. Le fait du prince, le fait du citoyen, le fait de la révolutionnaire, je me suis dit, ah, c'est intéressant, c'est quoi le prince? Ça, c'était pour ma culture générale. Et sinon, vous avez dit quelque chose, et je ne suis pas sûre d'avoir bien compris aussi, c'était, il y a une différence entre être architecte et faire de l'architecture, et là, vous avez développé, mais je ne suis pas sûre à 100% d'avoir bien compris, donc je veux bien votre développement là-dessus. Oui, alors, le fait du prince, le fait du citoyen, le fait du révolutionnaire, c'est des titres que j'ai donnés donc, à 3 exercices qu'on parcourt pendant un semestre. Et en fait, ça interroge la question de la décision. Et donc, quand on est dans l'exercice du fait du prince, c'est un exercice qui est à l'échelle urbaine, en fait. Et donc, l'étudiant, il est invité à prendre une décision radicale, parfois autocratique, c'est-à-dire que vraiment, il est le seul maître de sa décision. Donc ensuite, le citoyen, lui, il va hériter de cette situation issue du fait du prince et il va devoir faire avec. Donc, je ne sais pas si le prince, par exemple, a décidé de construire une autoroute au milieu d'une ville, forcément, ça a une incidence sur les bâtiments qui sont autour de cette autoroute. Et donc, le citoyen, lui, il va devoir un peu réparer la situation et donc prendre un bâtiment et donc voir comment il peut interagir avec cette autoroute. Et ensuite, il y a le fait du révolutionnaire, mais qui est un petit exercice qui arrive à la fin, où là, c'est en fait pirater les 2 premiers projets pour en changer l'usage. Et donc, il y a une dimension architecturale qui est forte. Donc là, moi, je m'appuie sur le travail d'un mouvement qui s'appelle les situationnistes, donc qui voyaient en fait dans toute situation une opportunité à faire de l'art. En l'occurrence, là, c'est à faire de l'architecture. Et donc, les étudiants, ils sont invités à pirater leur propre production architecturale. Donc, parfois, quand on dessine un bâtiment, il y a quelque chose qu'on a oublié. Il y a une vacance quelque part. Et donc, c'est aussi ce qui est intéressant dans notre métier, c'est-à-dire qu'on va développer tout un projet. Et puis, à un moment, donc, on va le fabriquer. On va le laisser en fait aux gens qui vont l'habiter. Et puis, ce qui est très beau, c'est que les gens, ils font pas forcément ce que l'architecte avait décidé. Voilà, ils s'emparent du bâtiment et d'une certaine manière, ils font architecture après l'architecte. Et donc, entre la différence entre être architecte et faire de l'architecture, c'est quelque chose qui est très concret. C'est dessiner des bâtiments, faire des faisabilités, comment développer des dessins d'exécution dans le développement d'un projet, la construction d'un projet. Être architecte, pour moi, c'est quelque chose qui est beaucoup plus large. Et en fait, c'est ce que moi, je défends en tant qu'enseignant. Après, c'est évidemment à débattre. Mais c'est que, en fait, il faut apprendre donc, à nos étudiants à être architectes. C'est-à-dire à être en capacité d'interroger le monde, dans un premier temps,
et d'accepter en fait les contradictions dans ce qui nous arrive. Je vous prends un exemple dans la pratique professionnelle. Aujourd'hui, quand vous développez un projet, vous avez la ville qui va dire bah non, moi je veux un projet le moins dense possible parce que j'ai des voisins, c'est mes électeurs, j'ai pas trop envie de les ennuyer. Voilà, je voudrais blesser personne. Ensuite, vous avez le promoteur qui développe le projet qui dit oui, mais moi j'ai besoin de la surface pour pouvoir vendre et faire ma marge et gagner ma vie. Donc le promoteur, lui, il va vous demander un maximum de surface. Et puis, évidemment, en construisant avec un prix le plus bas possible. Et puis ensuite, vous avez l'usager qui, lui, va vous dire bah non, mais moi, j'ai besoin d'un balcon, moi, j'ai besoin d'une salle d'eau comme ça, d'une cuisine comme ça, d'une cuisine ouverte, d'une double hauteur, etc. Donc, vous avez des acteurs qui sont très, très différents et donc et qui ont des demandes qui sont parfois antagonistes. Et nous, architectes, en fait, on est là, et c'est quelque chose qu'il faut développer au cours des études, on est là pour faire la synthèse, en fait, de ces contradictions au service d'un projet. Donc la plupart du temps, en fait, on décale la problématique pour pouvoir développer un projet malgré les contradictions des différentes demandes. Et donc cette capacité en fait à décaler son regard et à faire la synthèse en fait de toutes ces problématiques, c'est quelque chose qu'on peut développer au-delà de la pratique architecturale. Donc je parlais de la politique, de la communication, de la création de jeux vidéo. En fait, c'est cet esprit de synthèse qui, selon moi, définit le fait d'être architecte et qui ensuite va pouvoir nourrir une vie professionnelle qui peut dépasser celle de l'architecture. Voilà. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'architecture. Je dis juste que quand vous regardez en fait les chiffres, notamment de l'archigraphie, qui sont des études statistiques qui sont faites par l'ordre des architectes, en fait, vous voyez qu'au bout de 10 ans après les études d'architecture, il y a pratiquement la moitié des gens qui ont été formés qui font autre chose que de l'architecture. Mais c'est pas grave, au contraire, c'est bien. Il faut qu'il y ait des architectes partout. Est-ce qu'il y a une dernière question pour Vincent Chevalier ou est-ce qu'on passe... Allez, la dernière. Bonjour. Bonjour. Pour rebondir justement sur ce que vous venez de dire, à part j'ai noté Tatworth par exemple, est-ce que vous pourriez donner des idées de débouchés après des études d'architecture voilà, qu'on n'aurait pas forcément en tête, s'il vous plaît? Alors, moi, dans les personnes que je connais, il y en a qui sont allées vers la question du paysage. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais il y a aussi l'école de paysage à Versailles. Donc, ils sont ensuite, ils ont commencé en fait les études d'architecture et ensuite ils se sont réorientés vers la question du paysage. Donc ça, c'est une des options. J'ai d'autres collègues qui sont orientés ensuite, après la licence, vers des écoles plus de design, donc vers l'école Boulle, par exemple, et donc qui sont devenus designers. Après, il y a aussi des musiciens. Et c'est intéressant parce qu'en fait, dans leur cursus, ils sont allés chercher en fait des façons de produire le projet par la question de la musique, par la question du son dans l'espace. Et donc finalement, leur cursus est venu aussi nourrir leur pratique musicale. Et donc après, ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était plutôt la musique que l'architecture. Et donc, ils sont allés vers la musique. Ensuite, oui, je vous ai dit tatoueurs, mais en fait, il y a aussi des graphistes, des illustrateurs, honnêtement, ce sont des études. Alors, je ne sais pas si on a un retour là-dessus. Je pense que l'école en a un. Ce sont des études en fait qui permettent d'ouvrir à différentes cultures, d'ouvrir l'esprit en fait. Donc après, une fois que les étudiants ils ont fait leurs 6 années à l'école, ils sont en capacité en fait de s'adapter à tout un tas de situations et donc à se réorienter assez facilement. Ouais, si je peux compléter, donc effectivement, on a un observatoire de nos diplômés et de l'insertion professionnelle. Donc c'est vrai qu'au-delà des métiers qui peuvent être un peu à côté, c'est-à-dire musiciens, etc., on a beaucoup d'étudiants qui aujourd'hui travaillent aussi à la maîtrise d'ouvrage. Alors je ne sais pas si vous comprenez la différence entre maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage. Donc, il y a la maîtrise d'ouvrage, c'est le commanditaire, en fait. Voilà. Donc, beaucoup vont travailler à la maîtrise d'ouvrage public, par exemple. Par exemple, dans les rénovations du patrimoine. L'école a été complètement rénovée il y a 2 ans
du point de vue énergétique. Et ça, c'est l'OPIC, qui est un établissement public qui opère ces grands travaux. Voilà, il y a des architectes qui vont plutôt dans le patrimoine. On observe aussi beaucoup de gens qui vont dans la médiation aujourd'hui. Ça devient un métier à part entière, être dans la diffusion de la culture architecturale, dans la médiation, dans des musées, chez des opérateurs culturels, dans le réseau culturel. Voilà, on voit aussi certains qui vont chez les promoteurs, mais ça, c'est rester architecte. Mais non, c'est bien aussi d'aller à la promotion parce qu'il faut que les architectes soient partout et notamment chez des promoteurs immobiliers pour faire de l'architecture différemment. Donc, parfois, ce n'est pas tant ne pas être architecte, mais c'est être architecte dans d'autres structures que celles qu'on imagine toujours ou celles vers laquelle beaucoup d'enseignants amènent les étudiants, c'est-à-dire vers l'agence. Voilà, il y a beaucoup d'étudiants qui veulent pas échapper, mais qui vont faire une expérience professionnelle, une insertion professionnelle ailleurs que dans les agences. Et c'est vraiment possible. Et voilà, donc c'est dans ces termes-là qu'on pense que l'insertion est en train de s'ouvrir de plus en plus. Dans la communication aussi. Et je dirais qu'il y a aussi, parce que donc, là on parle des choses à côté, mais en fait il y a plein de façons de faire l'architecture. Donc il y a aussi des étudiants qui font de l'architecture, mais qui réinterrogent parfois les pratiques en fait. Donc il y a des modalités d'exercice professionnel qui sont en train de changer. Nous, on voit dans nos agences arriver des gens qui cherchent plutôt des mi-temps ou des tiers-temps, ce qui leur laisse le temps ensuite de développer à côté leurs propres envies, leurs propres préoccupations. Et je pense que les agences aussi ont beaucoup changé sur la façon de faire de l'architecture. Donc en fait après ça dépend énormément du profil des étudiants et de son parcours dans l'école. On a des gens donc qui rentrent en agence, qui y restent, on a des gens qui vont avoir un maximum d'expérience dans un maximum d'agences pour savoir et décider réellement de la pratique professionnelle qu'ils ont envie de mettre en œuvre. On a des architectes qui montent leur agence aussi assez vite après les études. Donc on a vraiment aussi, ne serait-ce que dans la pratique architecturale, une diversité d'approches professionnelles. Et une diversité des lieux, parce qu'on observe beaucoup un retour à la ruralité pour nos jeunes diplômés. Ceux qui s'installent en agence et en collectif, il y a un vrai retour vers la ruralité et des agences qui se réinstallent dans les zones rurales, parce qu'il y a comme Vincent vous l'a expliqué, il y a des vrais besoins, il y a des vraies problématiques de régénération des centres-bourgs, de faire revivre les villes, d'un patrimoine industriel et agricole délaissé. Donc, il y a un vrai retour aussi d'installation de jeunes diplômés en province. Vincent, merci beaucoup. Merci à tous. Vincent sera encore là samedi. Si vous voulez encore écouter Vincent, il sera de retour samedi. Géraldine, je te propose de monter à la tribune. Moi, je vais rester avec le micro. Donc, Géraldine est chez nous responsable des admissions et responsable de cet instrument Parcoursup que vous redoutez tous certainement et peut-être sur lequel donc, vous avez des questions à lui poser. Donc, c'est le moment. Si vous avez des questions vraiment sur les modalités d'admission et les modalités Parcoursup, on vous écoute. Je ne peux pas croire qu'il n'y ait pas une question sur Parcoursup. Ça fonctionne vraiment de mieux en mieux. Bonjour. Merci pour ces portes ouvertes déjà. Et effectivement, on a des petites questions parce qu'on a entendu Vincent et d'autres étudiants qui nous ont fait la visite dire qu'il n'y avait pas de profil type pour être étudiant en architecture. Mais bon, pour passer les premiers filtres de Parcoursup et avoir un accès à l'école, est-ce qu'il y a justement des filières à privilégier, des options à privilégier ou des choses... voilà. Alors, la réponse très simple, c'est non. Après, évidemment, la plupart des étudiants qui arrivent viennent du bac général, ce qui n'empêche qu'on accepte aussi des étudiants venant de bac technologique ou de bac pro. Et après, il n'y a pas de spécialité à privilégier. Donc,
nous, on regarde les notes de spécialité, quelle que soit la spécialité. Donc, on ne va pas vous conseiller une spécialité particulière. Oui, bonjour. Ce qui est embêtant, c'est par rapport au nombre d'étudiants qui demandent. Quand le futur étudiant souhaite venir vraiment uniquement dans votre école, est-ce que la lettre de motivation suffit? Toutes les lettres de motivation sont lues à partir du moment où la moyenne générale est correcte en lycée général, hein. Mais comment ça se passe? Parce que je me dis, si la lettre de motivation passe à la trappe, il n'y aura pas de possibilité d'oral. La lettre de motivation ne passera pas à la trappe à Versailles. Ouais. Et vous verrez, ou vous avez peut-être déjà vu, Parcoursup a rajouté une petite nouveauté. Donc, il est indiqué, les écoles sont obligées d'indiquer si toutes les lettres sont lues et à quel moment elles sont lues. Voilà. Donc, à Versailles, je peux vous assurer que toutes les lettres sont lues dans la première sélection pour l'admissibilité à l'oral. Donc, moi, ce que je vous conseille en revanche, c'est de ne pas mettre qu'une seule école. Bien sûr. Et ne mettez pas que des vœux très sélectifs, c'est-à-dire ne mettez pas que des écoles d'archi, parce que malheureusement, tous les ans, en ne mettant que des vœux très sélectifs, certains candidats se retrouvent sans rien du tout. Donc, mettez aussi des licences histoire géo, licence histoire de l'art, si c'est l'architecture qui vous intéresse, parce que il va y avoir des passerelles et des choses qui vont nourrir de toute façon les études dans ces filières-là, mais surtout ne mettez pas que des filières extrêmement sélectives, parce que le risque, c'est de se retrouver avec rien après. Juste, c'est quelque chose qui est très important dans la sélection dans l'école. L'école a fait le choix, il y a maintenant, au moment de la création de Parcoursup, de ne pas écarter d'étudiants à cause des notes. Donc, les enseignants, parce que c'est les enseignants qui le font, étudient 100% des demandes avec donc l'ensemble des lettres de motivation. Surtout, n'utilisez pas ChatGPT pour écrire vos lettres de motivation. Voilà. Petit aparté. À moins d'être un champion du prompt. Oui, vous parliez de filières non sélectives. Qu'est-ce que vous conseillez comme licence, à part histoire de l'art, archéologie? Après, j'ai envie de vous dire, tout ce que pourra faire un étudiant pourra être valorisé ensuite et pourra nourrir son parcours universitaire et sa vie professionnelle après. Ça dépend vraiment de ce qu'on fait de ses études. Nous, il y a évidemment des passerelles, alors en histoire géo, plus particulièrement en géographie, pour tout ce qui est lié, et je permets, moi je suis très fatiguée, à l'urbanisme, ça y est, donc à l'urbanisme et l'histoire de l'art. Si après vous souhaitez vous diriger vers des choses plus liées au patrimoine, évidemment l'histoire de l'art, ça va être quelque chose d'intéressant et ça va être une passerelle intéressante. Et que pensez-vous du BUT génie civil? Intéressant aussi. Après, ça reste une filière sélective. Ah oui. Tout comme les DNMAD, on a des DNMAD en design d'espace qu'on prend régulièrement en équivalence. Après, quand ils ont fini leur DNMAD, mais ça reste des filières sélectives. Attention, que ce soit BUT, DNMAD, etc., ça reste des filières sélectives. Quand je vous parle, alors, il y a même une sélection pour les licences, mais ce sont des sélections qui ne sont pas du tout sur les mêmes ampleurs à la fac. Donc, gardez au moins 1 ou 2 vœux pour des vœux en licence ou autre filière moins sélective. Et tant mieux si après vous êtes pris dans 5 écoles ou 4 écoles d'architecture et que vous avez le choix du roi. Bonjour. Donc, je voulais vous demander s'il y avait quand même une barre au niveau de la moyenne générale, plus ou moins, qui risquait de s'appliquer. Et est-ce que les notes de français de première comptent beaucoup pour vous? Alors, nous, on va faire Parcoursup. En fait, c'est une énorme calculatrice. Il n'y a pas une espèce d'entité qui choisit comme ça de façon aléatoire. C'est vraiment une grosse calculatrice. Donc, nous, on va prendre à Versailles. Chaque école, pour le moment, a sa propre sélection, chaque école d'archi. Donc, nous, on va prendre en effet les notes de français. On va prendre principalement notes de français, notes d'histoire géo, notes de philo et notes de spécialité.
À Versailles, l'ensemble de ces notes ne compte que pour 20% de la note d'admissibilité. Tout le reste, c'est les centres d'intérêt, c'est la lettre de motivation. Et ça, c'est quelqu'un, un être humain, un prof, qui va lire et qui va attribuer une note. Donc tout ça, ça va compter pour 80%. Et l'ensemble des notes, le calcul que va faire Parcoursup de l'ensemble de ces notes ne compte que pour 20%. Donc je ne peux pas vous donner une moyenne en dessous de laquelle on ne prendrait pas parce que ça n'existe pas ici, en fait. Excusez-moi, pour les centres d'intérêt, est-ce que vous les lisez à part ou il faut les remettre dans la lettre de motivation? Alors, non, il ne faut pas les remettre dans la lettre de motivation. Et la différence, chaque lettre de motivation est individuelle pour chaque école. La partie centre d'intérêt, elle est commune pour toutes les écoles. Et vous la regardez aussi? Oui, elle est regardée aussi par les profs. Excusez-moi. Merci. Bon. Hop. Après, juste, normalement, les deux sont liés. C'est-à-dire que votre motivation, elle est directement liée à vos centres d'intérêt. Okay. Oui, oui, bien sûr. Mais voilà. Est-ce qu'il y a une différence entre si on est sortant du bac ou si on veut... Enfin, si on a déjà fait une année d'études? Alors, au niveau des notes, ce sont vos notes du lycée et du bac qui vont être prises en compte dans le calcul. Après, c'est à vous, encore une fois, de mettre en valeur. Vous avez une partie, en fait, où vous pouvez expliquer ce que vous avez fait dans vos études supérieures dans Parcoursup et vous allez pouvoir le remettre aussi dans votre lettre de motivation. Vous allez pouvoir le remettre à différents endroits et logiquement, vous allez construire aussi ce que vous nous expliquez par rapport à ce que vous avez pu faire avant et le mettre en valeur à ce moment-là. D'accord. Mais ce ne sera pas pris en compte. Les notes que vous avez pu avoir à la fac ne seront pas prises en compte dans le calcul automatique. Donc, ça ne joue pas en notre défaveur. Il n'y a pas... Enfin, les sortants bac ne sont pas plus avantagés pour la sélection. Oui. D'accord. Merci. Après, Parcoursup reste un outil fait pour les gens qui sont en terminale. Hein. Il est fait pour ça. Mais ça va dans la façon dont nous, on sélectionne, les bacheliers ne seront pas privilégiés. Merci pour... pardon, je suis là, voilà. Merci déjà pour ces premières réponses. Deux questions en une intervention. La première, on a parlé de motivation, on a parlé de la lettre de motivation. Est-ce qu'à travers le Parcoursup ou à travers d'autres dispositifs, on peut faire parvenir à l'école quelque chose du type de portfolio si l'étudiant a déjà réalisé un certain nombre de... Non, donc ça c'est... Je vous en prie. Non, en fait, pas de portfolio. La première sélection, elle est uniquement sur le dossier Parcoursup. Et ensuite, il y a admissibilité ou pas, puis un oral. Et c'est ensuite, avec cet oral, que les étudiants vont être admis ou pas. Et à l'oral, on ne peut pas amener de portfolio à Versailles. Eh bien voilà, donc c'était la deuxième partie de mon intervention. La deuxième question, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de l'oral et éventuellement ce que vous attendez de l'oral, de son déroulement, si vous voulez bien? Je vais répondre à la première partie, puis je vais peut-être laisser ensuite les professeurs qui fait ces oraux répondre. Donc, l'oral, vous allez prendre, si vous êtes admissible, vous allez pouvoir prendre rendez-vous entre le 26 et le 30 avril directement sur Parcoursup. Donc, soit vous pouvez prendre rendez-vous, soit vous ne pouvez pas prendre rendez-vous, ce qui veut dire que vous n'êtes pas admissible. Il n'y aura pas d'envoi de mail prévenant que vous n'êtes pas admissible. Là. Donc, prise de rendez-vous. Ensuite, vous arrivez un quart d'heure avant l'heure de rendez-vous que vous avez choisie, enfin un peu plus tôt évidemment, mais un quart d'heure avant l'heure du rendez-vous, il sera distribué des articles en fait en lien avec l'architecture, des articles de presse qui permettent une base de discussion avec le jury. Donc c'est pas une analyse de texte, hein. C'est vraiment une base de discussion qui peut permettre d'engager la conversation avec le jury. Ensuite, pour le déroulé de l'oral... Déjà, il y a la composition du jury. Je ne sais pas si ça a changé, mais il me semble que c'était donc un enseignant de projet, un enseignant d'une discipline associée, et à une époque, il y avait aussi un étudiant. Alors, il y a toujours des étudiants qui ne font pas partie du jury, mais qui peuvent être là pour faciliter les choses voilà. Pour les candidats.
et puis qui peuvent éventuellement poser quelques questions pour mettre à l'aise. Ouais. L'idée de l'oral, c'est évidemment pas de piéger l'étudiant, mais au contraire que ils se sentent en liberté de parler des sujets qui l'intéressent. Donc les enseignants, ils ont pour habitude quand même, donc à travers ce choix d'article, hein, qui est un peu une excuse pour entamer une discussion, voir comment l'étudiant a compris cet article, pourquoi il a choisi cet article, tout simplement déjà, et puis ensuite dérouler la conversation pour que l'étudiant il puisse parler de ses centres d'intérêt et en quoi ils vont pouvoir alimenter une pratique architecturale au sein de l'école. Mais globalement, ça se passe bien, les oraux, je pense. Je sais pas. Bonjour. Peut-on avoir une idée de demandes que vous avez sur une année et puis de personnes admissibles que... Alors, je peux vous donner les chiffres de l'année dernière. Alors, déjà 130 places d'admis tout au bout du processus. L'année dernière, on a eu un peu plus de 3000 demandes sur Parcoursup et il y a eu 600 entretiens. Cette année, il y aura 500 entretiens uniquement. Voilà, donc 500 personnes admissibles et toujours 130 places. 3000, on passe à 500 et ensuite on passe à 130. On module quand même les 3000 qui sont 3000 qui postulent dans d'autres écoles. Hein. Donc dans les faits, voilà, c'est... Après, sur les résultats d'arrivée, on descend, tu peux nous le dire peut-être, hein, sur la... Dans la liste Parcoursup, on descend jusqu'au 300e à peu près. Oui, dans le classement. Voilà, dans le classement. Je ne sais pas si vous êtes habitué un petit peu maintenant à Parcoursup. Hein, donc, ça vous donne une idée. On descend jusqu'au 300e hein, pour remplir la promo de 130. Donc, voilà. Oui, bonjour. Pour les gens qui ont déjà une expérience professionnelle et qui souhaitent passer le diplôme d'architecte comme dessinateur, est-ce qu'il faut aussi s'inscrire sur Parcoursup? Alors, vous avez déjà une expérience professionnelle, mais vous voulez rentrer en première année? J'ai déjà un diplôme, en fait, un DNAT en design d'espace, donc 3 ans. Je suppose que ça ferait redescendre. Ce sera plutôt une entrée par équivalence. Voilà, c'est ça. Donc, les entrées par équivalence, elles se font directement sur Taiga, donc, qui est notre logiciel pour le moment de gestion de scolarité. Je dis pour le moment parce que ça va changer l'année prochaine. Donc, vous, à partir de demain, puisque ça ouvre le 15 janvier, vous pouvez postuler directement sur Taiga. Ça s'appelle dispense partielle d'études, en fait. Ce sont les demandes d'entrée par équivalence. Vous verrez, c'est assez simple. Vous déposez votre dossier. Pour le coup, vous déposez un portfolio. Pour les entrées par équivalence, il faut un portfolio. Et vous verrez, il y a quelques documents de base, comme dans tous les dossiers, à mettre. Et tout se passe sur Taiga, donc à partir de demain. Et donc, c'est pareil, il y a beaucoup de candidats et très peu de... On n'est pas du tout sur les mêmes chiffres, mais on va dire que sur l'ensemble des procédures d'entrée hors première année, on va avoir peut-être 300 personnes et on a une trentaine de places. Ok. Il y a deux choses, même pour moi, pour ma culture perso. Il y a l'entrée en équivalence, mais dans le cursus classique. Oui. Et puis après, il y a aussi la possibilité, mais ça, bon, il faut être éligible, de rentrer donc dans une formation spécifique qui s'appelle la formation professionnelle continue, où là, donc, sont des études qui ont un agenda un peu différent, qui permettent de travailler à côté, etc. Donc ça, je ne connais pas les modalités, mais en fait, il y a deux parcours. Il y a soit l'équivalence, donc pour vous permettre de rentrer en deuxième ou en troisième année, mais dans un cursus classique, soit cette formation spécifique. Mais pareil, de toute façon, les admissions se font aussi sur Taiga, donc vous trouverez toutes les informations dans un premier temps sur le site internet, et après, le dépôt des dossiers se fait aussi sur Taiga. Bonjour. Je voulais savoir, parce que mes professeurs m'ont parlé que sur Parcoursup, en fait, on ne fait pas vraiment attention aux notes, mais plutôt au classement par rapport à notre classe. Est-ce que si vous aussi, vous regardez le classement, combien on est dans notre classe, ou si c'est vraiment juste les notes? Non, Alors,
c'est les notes. Après, l'ensemble du dossier va être étudié. Donc, si un professeur hésite parce qu'il a un certain nombre de dossiers, il se dit, j'ai mis telle note à cet étudiant-là, je ne sais pas, la lettre, j'ai envie de mettre la même note, mais il peut aller tout à fait regarder le reste de votre dossier, où il y a en effet vos relevés de notes avec les appréciations des profs. Ça va pouvoir éventuellement influencer un tout petit peu le prof sur sa note, mais ce n'est pas calculé dans le calcul automatique de Parcoursup. On ne prend que les notes pour le calcul automatique. Dans mon souvenir, mais ça a peut-être changé, il y avait à la fois les notes de l'étudiant et il y avait la moyenne de la classe. Donc ça permet aussi de situer l'étudiant par rapport à une moyenne. Et donc encore une fois, nous, on n'est pas des robots, donc ce n'est pas le chiffre qui nous intéresse. Mais ça peut être intéressant de voir, parce qu'en fait, il y a des lycées qui ont des méthodes de notation qui sont très très différentes. Donc on peut comprendre cette inquiétude, mais nous, on a la possibilité d'avoir ces informations pour pouvoir voir le niveau de l'étudiant par rapport à sa classe. Donc ce qui peut nous intéresser. Mais en vérité, ce qui va nous intéresser le plus, c'est les commentaires en fait, des enseignants surtout, parce qu'il y a des étudiants qui peuvent être très mauvais en début d'année et qui peuvent devenir très bons en fin d'année. Donc c'est des profils qui peuvent évidemment nous intéresser. Du coup, de l'idée qu'on pouvait en avoir, en tout cas d'extérieur, on pouvait penser qu'un architecte avait besoin... Lapsus. Oui, je vais y venir. Peut-être d'être bon en maths, en géométrie, et donc garder plutôt ses spécialités dans le cadre, pas forcément d'ailleurs que pour Parcoursup, mais pour être à l'aise par la suite dans les études. Est-ce que, en dehors du fait que finalement on a, un profil assez porté sur la culture de manière générale, est-ce qu'il y a quand même des spécialités qui peuvent aider pour la suite des études, et notamment si on vise le double cursus ingénieur et architecte? Alors, pour le coup, je ne vais pas forcément pouvoir vous répondre parce que toute la sélection, le début de la sélection tout au moins, pour la double formation Archi-Ingé, elle se fait à CYTech, justement. Donc, eux, peut-être, demandent plus des spécialités maths, etc. Ça, je ne pourrais pas vous répondre. Ce n'est pas moi qui m'en occupe. Il faudrait aller aussi regarder, puisque c'est une formation complètement différente. Donc, vous pouvez tout à fait postuler à la fois en double cursus Archi-Ingé, mais aussi postuler à Versailles dans la formation architecture simple. De la même chose pour ce qui est le paysage. Attention, il y a une formation qui est APA, qui est une année. Je ne sais pas si on vous en a déjà un peu parlé. Voilà. Et vous pouvez à la fois postuler pour l'APA et postuler en archi. Ce sont des formations différentes. Après, moi, je ne viens pas du tout du monde de l'architecture. Je pense que j'aurais, vu mes notions en maths, un peu galéré. Mais on voit des étudiants qui n'ont pas forcément de spécialité de mathématiques réussir très bien ensuite leurs études. Après, il ne faut pas avoir une phobie des maths. J'ai vu passer il y a peu de temps les épreuves. Il ne faut pas avoir une phobie des maths, voilà. Mais pas forcément une spécialité mathématique. Après, pour Archi-Ingé, c'est encore, comme je vous disais, quelque chose de plus spécifique et se renseigner plus auprès de CYTech et voir avec le concours Galaxy Bac au Carré. Oui, voilà, c'est ce que je voulais préciser. Donc, ça, c'est un vrai tip pour vous, parce que quand même, pour accéder aux études d'architecture à Versailles sur Parcoursup, vous avez une stratégie qui peut vous permettre de faire 3 vœux différents pour soit une entrée en formation initiale Parcoursup sur notre fiche Parcoursup normale, soit effectivement via l'APA, qui est une première année architecture, art et paysage. C'est une première année qu'on développe avec l'école du paysage de Versailles, l'école d'art de Cergy. Cette première année vous permet d'explorer les 3 disciplines en même temps pendant une année. Les cours se déroulent à l'école du paysage de Versailles et vous rentrez en 2e année de l'école de votre choix. Donc, ce n'est pas du tout une année ni de préparation, ni propédeutique ou quoi que ce soit. C'est vraiment une première année que vous validez en tant que L1 et ensuite vous entrez dans l'école de votre choix. Donc ça, pour ceux qui ont encore des questions d'orientation entre art, paysage et architecture, c'est une bonne option. Il n'y a que 25 places et les candidatures Parcoursup se font via la fiche de l'école du paysage.
Et puis la troisième option, c'est Archi-Ingé, qui là, c'est un concours qui s'appelle Galaxy au carré. Donc vous le trouvez directement à partir de notre site internet. Vous avez sur l'entrée architecte-ingénieur, vous trouverez le lien vers cette entrée Galaxy. Ça, c'est intéressant parce qu'en passant le concours Galaxy, vous avez la possibilité de faire des sous-vœux et donc vous pouvez postuler à plusieurs doubles diplômes outre celui d'architecte-ingénieur. Donc, c'est une autre stratégie pour vous parce que ça vous permet aussi il y a des doubles diplômes avec l'IEP de Saint-Germain, avec Supmeca, avec d'autres écoles. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant. Par contre, là, effectivement, il y a des prérequis très particuliers, notamment sur les spécialités scientifiques. Donc là, il faut bien regarder. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, trois possibilités et ce concours Galaxy qui peut vous donner des sous-vœux. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, alors au-delà de tout ça, parce que je ne connais pas du tout ces différents cursus et donc ces modalités d'admission, mais moi je vous invite surtout à faire les choses parce que ça vous intéresse, pas pour rentrer en école. C'est-à-dire vraiment, ne vous obligez pas à faire des maths, de la géométrie, du dessin pour rentrer en école d'architecture. En revanche, s'il y a un domaine spécifique qui vous intéresse, développez-le à fond et mettez-le en valeur ensuite dans votre lettre de motivation et ensuite à votre oral. Vraiment. Nous, ce qu'on cherche en fait, c'est des étudiants qui sont intéressés par ce qu'ils font, pas des étudiants qui ont coché des cases. Bonjour. J'ai une première question. Vous avez dit que vous faisiez certains entretiens, mais que vous acceptez jusqu'au 300e élève sur Parcoursup. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 200 entretiens qui sont faits un peu dans le vide, c'est ça ou comment ça? Alors non, ils ne sont pas faits dans le vide. En fait, nous, on fait des entretiens et puis ensuite, les professeurs, les membres du jury donnent une note. Voilà. Ensuite, nous, on va classer. Parcoursup, on classe tout le temps avec Parcoursup. Donc, on va classer les 500 personnes qui sont venues aux entretiens. Et après, par expérience, on pourrait classer les 500 personnes. Mais par expérience, on sait qu'en n'en classant que 300, on aura nos étudiants, on aura nos 130 étudiants. Donc, on classe que 300 personnes, tout simplement parce que les 200 dernières n'accéderont jamais. On le sait par expérience, parce que depuis que Parcoursup existe, avec 300 classés, on a toujours eu nos 130 personnes. Alors, on pourrait vous classer et ça tournerait sans arrêt. Vous n'arriveriez jamais jusqu'à une proposition. Donc, on préfère dire non directement parce que ça ne sert à rien de classer 200 personnes de plus qui n'accéderont de toute façon jamais à la formation. Ça, c'est l'expérience qui nous fait dire que avec 300 personnes classées, on a notre quota d'étudiants. Oui. Quelqu'un qui va rester en fonction chez nous, il y a de fortes chances qu'il va être avec les trucs à la paix et à la dette. Et tout le monde vient. Beaucoup de la tête, c'est tout le monde qui vient. Et dans d'autres écoles, voilà, et il y a des désistements. Et vous le verrez, si vous, je l'espère pour vous tous, vous aurez peut-être plusieurs oui de plusieurs écoles, et il faudra choisir en fait. À partir du moment où vous avez un oui, il faut décider si vous allez dans cette école-là ou pas. Si vous avez plusieurs oui, vous avez quelques jours, et vous devrez dire oui à une école, et du coup non aux autres. Et c'est par ce jeu-là, en fait, que vous remontez dans les classements. Ça, c'est valable pour tous les classements dans Parcoursup, en fait, quels qu'ils soient. D'accord, merci beaucoup. Et j'en avais une autre question sur la lettre de motivation. Il faut mettre en avant du coup nos activités extrascolaires, etc. Et aussi ce qu'on fait au lycée, mais du coup, en lien avec l'architecture ou juste extrascolaire en lien avec l'architecture? Alors, je vais laisser quelqu'un qui lit les lettres de motivation vous répondre. En fait, il n'y a pas vraiment de règle générale. Nous, on cherche des étudiants qui seront singuliers. Donc, en fait, dans votre lettre de motivation, il faut essayer de mettre en avant votre singularité. Donc, on en lit beaucoup, des lettres de motivation. Donc, comment vous allez faire pour que votre lettre de motivation, elle ressorte par rapport à ces beaucoup de lettres? Donc, les activités extrascolaires... si elle n'appuie pas votre discours et votre volonté de rentrer en école d'architecture, ça ne sert à rien. Après, ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas en parler. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des activités qui ne sont pas directement liées à l'architecture, mais qui peuvent nourrir en fait votre culture de l'architecture et votre envie de faire de l'architecture.
par rapport à la question des différentes écoles aussi, moi je vous invite quand même à faire les portes ouvertes d'un maximum d'écoles et à rédiger une lettre de motivation qui soit orientée vers l'école à laquelle vous écrivez. Parce qu'il y a quand même des spécificités et donc nous on va aussi à un moment regarder la motivation pour entrer dans notre école et pas rentrer dans une école d'architecture. Mais ça peut être des thèmes qui sont extrêmement larges, qui ne sont pas forcément liés à un cursus du lycée ou à des options de bac. Ça peut être votre intérêt pour la photographie, encore une fois, pour le cinéma, pour la danse, pour le skate. Mais essayez de vous raconter. Quoi. Essayez pas de vous fabriquer un personnage idéal de futur étudiant en école d'architecture. D'accord, merci beaucoup. Une dernière question, je suis désolé. Est-ce que vous regardez aussi un peu le lycée, son niveau, etc. Parce que tous les lycées n'ont pas le même niveau, et du coup les notes en son lycée n'ont pas les mêmes niveaux, ou ça n'a aucune importance? Alors encore une fois, c'est la partie notes, c'est surtout la partie Parcoursup, donc qui fait émerger en fait une note donc qui vaut pour 20% de la prestation générale. Après, nous, on a à disposition les notes, mais pour être tout à fait franc, nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est vraiment cette lettre de motivation. On ne pense pas que votre note à votre bac blanc de maths soit un sujet qui permette de vous connaître. Voilà. Merci beaucoup. Juste, est-ce que la fiche à venir, du coup, quel est l'impact de la fiche à venir? Alors, la fiche à venir, elle compte un petit peu. Pas énormément, mais elle a un petit pourcentage, en fait, dans le calcul automatique. C'est quoi la fiche à venir? Alors, la fiche à venir, c'est une fiche que remplissent les proviseurs avec l'avis des profs et du prof principal pour dire si le projet d'étudiant est en adéquation avec ses capacités. On va dire ça comme ça. Ok. Vous parliez de la formation APA tout à l'heure, donc art, paysage, architecture. Donc quand on a fait cette année, après, où est-ce qu'on se place par rapport à votre sélection pour revenir en école pure d'architecture? Alors, on revient dans le cursus là, de Parcoursup et on est dans la section des 300. Non, on arrive directement en deuxième année. Après la première année, en fait, d'APA, mais ça, il faudra vous renseigner aussi auprès de l'école du paysage, puisque c'est elle qui gère cette année. Vous allez pouvoir vous diriger vers l'art, vers le paysage, rester dans le paysage, on va dire, à l'école du paysage, ou venir en architecture. Et à ce moment-là, les étudiants arrivent en deuxième année, directement. Là, il n'y a plus de sélection. Alors, je pense que la sélection, elle se fait au niveau de... Ouais, complètement. La première année, pas que de ça. Vous choisissez du programme de l'école. Ah voilà. Donc, et en deuxième année, comme pédale sur les clés en plus pour un an. D'accord. On est pas de filtre. Non, il n'y a pas de filtre. Moi, pour tout vous dire, c'est moi qui intègre ces étudiants-là dans le logiciel. Donc, je reçois une liste de l'école du paysage qui me dit, voilà, il y a telle et telle personne qui veut rentrer, qui veut venir chez vous, et on les intègre directement. Sachant que c'est une formation qui est quand même assez limitée. Il y a combien d'étudiants? 25 étudiants. Donc en fait, la sélection, elle se fait en amont finalement. Voilà, pour rentrer dans cette formation APA. Oui. Donc on considère que quelqu'un qui a les capacités de rentrer en formation APA a ensuite, au bout d'un an, la capacité de rentrer dans une des 3 écoles. Et qui a validé son année, évidemment. Oui. Merci. Alors, on va prendre 2 dernières questions. Attendez, je vais juste passer le micro à la personne qui a levé la main. Puis après, je viens. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez les vœux des autres écoles? Parce que vous parliez de Malaquais, Non, vous ne voyez que les vôtres au niveau du dossier. Et une autre question, quel pourcentage au niveau des bacs technologiques par rapport aux généraux et peut-être pro, je ne sais pas, dans quelle proportionnalité? Alors, pour le coup, j'ai plus les chiffres exactement en tête, je crois pas que j'ai... Alors, moi, j'ai une réponse à ça, mais je ne sais pas si ça a changé, mais c'est il y a quelques années, on avait demandé de faire le bilan. En fait, ce qui est intéressant, c'est que la proportion d'admis est équivalent à la proportion de demandes. C'est-à-dire que ça se fait naturellement, ce n'est pas un choix de l'école, mais quand on étudie les parcours donc, des étudiants qui demandent, j'en sais rien, sur les 3000 demandes, il y a 20% de gens qui sont en bac technologique.
et bah à la fin, dans la promotion, il y aura 20% de gens qui ont fait. Voilà. Il y a une forme d'équivalence. Alors après, bon, il faut regarder les nouveaux chiffres. Je ne sais pas si ça a évolué, mais c'est quelque chose qu'on avait découvert en faisant cette étude. Mais vous aurez ça sur la fiche Parcoursup de l'établissement. Merci. J'en profite pour bien redire, je ne sais pas si on l'a dit très clairement, donc on accepte évidemment les bacs technologiques, STI 2D, les bacs professionnels aussi sont les bienvenus, BET, voilà, assistant architecture. Il n'y a pas de censure à se présenter dans une école d'architecture quand on vient des filières technologiques et professionnelles. Donc on a entendu la question. Je pense que je me trompe pas si je dis qu'il y a une quinzaine, une vingtaine de redoublants par promo. Oui. Quelque chose comme ça. Donc 10 oui, on est aux alentours, on est autour de 90% de passage. Et de deuxième année en troisième. Pareil. Ouais. Donc en fait, la sélection se fait surtout au début, à l'entrée. Après, encore une fois, il y a des gens qui changent de cursus, donc voilà. Bon, je pense qu'on peut terminer. On vous souhaite en tout cas le meilleur et beaucoup de courage pour ces procédures Parcoursup, mais on y arrive très très bien. Bonne soirée. Merci à tous. Merci d'être venus.